100 secondes avant l'apocalypse dans westfrance.fr du 24 janvier 2020. L'horloge de l'apocalypse, Doomsday Clock en anglais, est une horloge conceptuelle créée et mise à jour à chaque début d'année depuis 1945 par des scientifiques de Chicago. Sur cette horloge, minuit symbolise l'autodestruction de l'humanité. Or, la dernière mise à jour de cette horloge donne 23h58 et 20 secondes. 100 secondes nous séparent de la fin. À l'origine, après la Seconde Guerre mondiale, l'horloge indiquait minuit moins 7. En 1991, à la fin de la guerre froide, elle avait reculé jusqu'à 17 minutes avant minuit. En 1953, ainsi qu'en 2018 et 2019, elle affichait minuit moins 2. Pourquoi, selon ces chercheurs, dont 13 prix Nobel, sommes-nous si proches de l'heure fatidique? Ils ont identifié plusieurs menaces. La menace nucléaire, retrait des États-Unis et de la Russie du traité sur les armes nucléaires de portée intermédiaire en 2019, annonce de Donald Trump de ne pas renouveler le traité New START sur les armements stratégiques nucléaires conclu en 2010 après son expiration en 2021. La menace climatique. L'année 2019 fut la deuxième la plus chaude jamais enregistrée après 2016, accompagnée par des records de chaleur, la fonte de l'Arctique et des incendies exceptionnels en Australie. Les scientifiques constatent qu'aucun sommet international ni aucune politique ne donne des résultats à la mesure de l'enjeu. La menace de la haute technologie. Les scientifiques ont pointé des causes de délitement sociétal, comme les campagnes de désinformation et les vidéos deepfakes. Ils ont également insisté sur le danger de l'émergence des armes fondées sur l'intelligence artificielle, comme des drones capables de tuer sans supervision humaine et la nouvelle militarisation de l'espace. Et de conclure solennellement, nous appelons les dirigeants mondiaux à éloigner l'humanité du précipice. Ne serait-il pas plus simple d'éloigner le précipice de l'humanité? Elle serait capable de se jeter dedans en célébrant la modernité. La finance au service des énergies fossiles dans greenpeace.org du 21 janvier 2020. À l'occasion du Forum économique de Davos 2020, qui se tient du 21 au 24 janvier en Suisse, Greenpeace sort un rapport qui cible les fonds de pension, banques et assurances qui se rendent à Davos sans avoir atteint l'objectif du forum d'améliorer l'état du monde d'un point de vue environnemental et économique. Voici ce que dit Jennifer Morgan, directrice exécutive de Greenpeace International. Les banques, assurances et fonds de pension présents ici à Davos sont coupables de l'urgence climatique. Malgré les avertissements environnementaux et économiques, ils entretiennent une nouvelle crise financière mondiale en soutenant l'industrie des combustibles fossiles. Ces personnes d'argent à Davos ne sont que des hypocrites quand ils prétendent vouloir sauver la planète tout en la détruisant au nom du profit à court terme. Et d'ajouter, l'heure n'est plus à la discussion ni au battage médiatique. Les régulateurs doivent faire le travail avant qu'il ne soit trop tard et les acteurs financiers doivent arrêter de faire comme s'il n'y avait aucun problème. Nous sommes dans une urgence climatique et il n'y aura pas d'argent sur une planète morte. D'après l'enquête menée par Greenpeace, depuis l'adoption de l'accord de Paris sur le climat et jusqu'à la fin de l'année 2018, 24 des plus grandes banques au monde et présentes à Davos ont injecté 1,4 billion de dollars dans les énergies fossiles. Il s'agit de JP Morgan Chase, Citi, Bank of America, RBC Royal Bank, Barclays, MUFG, TD Bank, Scotiabank, Mizuho, Morgan Stanley, Goldman Sachs, HSBC, Credit Suisse, Bank of Montréal, Deutsche Bank, Canadian Imperial Bank of Commerce, Société Générale, UBS, ING, BPCE Natixis, Standard Chartered, Santander, BBVA et Royal Bank of Scotland. 3 fonds de pension attendus cette année à Davos détiennent au moins 26 milliards de dollars dans les combustibles fossiles, notamment dans Shell, Chevron et Exxon, ainsi que dans les banques qui soutiennent cette industrie, telles que JP Morgan Chase, Bank of America et Royal Bank of Canada, sans parler des assurances qui poursuivent leur politique de soutien aux activités liées au charbon. À Davos, on ne parlera pas de climat mais de business, qui pourrait en être surpris. Le reste, tout le reste, c'est pour repeindre la galerie en vert. Ce que transition énergétique veut réellement dire dans la relève et la peste.fr du 1er novembre 2019. Le port de Nantes-Saint-Nazaire veut transformer un tiers de la zone du Carnet en un parc écotechnologique orienté sur les énergies marines renouvelables. Louable a priori, mais ça commence mal car il s'agit de bétonner 110 hectares sur 390 de zones humides pour accueillir des activités écotechnologiques. À la question bien légitime, que sont ces activités écotechnologiques? Réponse du port, nous attendons les réponses à l'appel d'offres. Sans doute, le bétonnage est-il une activité écotechnologique. Selon Philippe Grosvalet, président du conseil départemental de Loire-Atlantique, ce projet s'inscrit dans l'objectif de zéro artificialisation du territoire français. Résumons donc, le bétonnage de 110 hectares de zones humides est une activité écotechnologique qui n'artificialise pas les sols. Comme en novlangue, ces choses-là sont bien dites.
L'Amazonie à la godille dans monsieurmondialisation.org du 25 janvier 2020. Deux scientifiques déclarent dans Science Advances que la précieuse Amazonie vacille au bord de la destruction fonctionnelle et avec elle nous aussi. C'est l'une des 3 plus importantes forêts primaires du monde qui se trouve aujourd'hui sous la menace de changements écosystémiques irréversibles. La forêt amazonienne est une forêt tropicale humide, c'est un climatiseur naturel. L'évapotranspiration, par le biais des feuilles des arbres, lui permet de renvoyer plus de 3/4 de l'eau de pluie dans l'air, créant des nuages qui permettent de refléter ou d'absorber la chaleur, régulant ainsi la température de notre planète. L'humidité est de ce fait recyclée et apporte de nombreux bénéfices en termes de climat, mais aussi d'agriculture, et ce, pour presque l'ensemble des pays d'Amérique du Sud. Cependant, la déforestation perturbe ce cycle hydrologique, entraînant l'écoulement de la moitié des eaux de pluie qui ne peuvent alors plus être recyclées. Selon les recherches de l'économiste Monica de Bollé, au vu de la déforestation actuelle, c'est en 2021 que la forêt amazonienne atteindra son seuil critique et ne pourra plus générer suffisamment de pluie afin d'assurer sa propre survie. Dommage que la forêt amazonienne ne puisse venir témoigner devant ses bourreaux à Davos. S'habiller pour l'hiver dans le Parisien.fr du 24 janvier 2020. Quel est l'enjeu environnemental de l'industrie textile ? Le textile est classé 5e plus gros émetteur de gaz à effet de serre. Si l'on considère l'occupation des sols, elle est seconde. En consommation d'eau et de matière, elle est 3e. S'ajoute le problème du fast fashion. Les marques proposent des textiles moins durables, qui s'usent plus vite, qui provoquent une consommation supplémentaire de remplacement, etc. etc. N'oublions pas que 36% des vêtements sont recyclés, les autres sont jetés. Sans compter les 80 litres d'eau potable nécessaires à chaque lavage en machine. Le haillon est-il la solution ? Pour en finir, la connerie de la semaine. À une prochaine fois.